Talk Show. Visual Studio Talk Show. Bienvenue à une nouvelle émission du Visual Studio Talk Show, le podcast où on discute d'architecture logicielle avec la plateforme Microsoft. Je m'appelle Mario Cardinal, je suis accompagné de Guy Barrette. Bonjour Mario. Ça va bien? Non. Oui, hein, Guy, depuis 2-3 jours... Ouais, c'est le tout, là. Fin de rhume, là. Donc, ça se peut que vous m'entendiez tousser, là, mais c'est pas grave. On va survivre. C'est un rhume d'homme. Ah ouais. On est à Bellevue, donc en Bellevue, banlieue, Washington. donc en banlieue de Seattle et en banlieue de Redmond, parce que nous c'est la semaine, c'est le fameux MVP Summit, donc c'est une rencontre annuelle où Microsoft invite les gens qui sont MVP, donc qui reçoivent ce prix de Most Valuable Professional. Ouais. Si on traduirait en français, on dirait que c'est les professionnels. Les meilleurs professionnels. Ouais. Mais en tout cas, ils nous reçoivent ici à Redmond et pendant une semaine sur le campus, ils nous présentent leurs produits. On leur donne surtout du feedback pour leur indiquer que si on trouve que ça a du sens, ça n'a pas de sens, ce qu'ils sont en train de faire. Et on ne peut rien mentionner de ce qui se dit parce que tout est sur NDA, Non-Disclosure. Mais ce qui n'est pas dans Non-Disclosure, c'est qu'on rencontre d'autres MVP. C'est l'avantage et la joie de venir au Summit. Donc là, on est nous on partage une chambre parce que bon, toutes les MVP Microsoft paye pas une chambre à chaque personne, faut être à deux. Donc nous on partage une chambre et on est donc dans notre chambre et on a avec nous Laurent Bugnon. Bonjour Laurent. Bonjour. Qui a gracieusement accepté de faire un podcast avec nous. À 7h du mat. Oui, parce qu'il est 7h du matin présentement. Mais il faut dire qu'avec le décollage, c'est un petit peu moins pire. Toi, t'as combien d'heures de décalage? 9 heures. Donc là, toi, il serait comme après, comme 2h l'après-midi à peu près. Ouais, à peu près, ouais. Même plus tard, en fait. C'est déjà 4h de l'après-midi chez moi. Parce que nous, il était à peu près comme 11h le matin, parce qu'on est aussi... Donc, on est tous sur le décalage horaire. Donc, on est en pleine forme, malgré le fait qu'il soit 7h le matin. Et pourquoi on fait ça à 7h le matin? C'est souvent, les gens me disent « Ah oui, le MVP Summit, c'était un gros party. » Oui, c'est une forme de party, mais c'est surtout beaucoup de travail parce que ça commence souvent à 8h le matin et ça roule 11h. Il y a des rencontres souvent le soir, des dîners, des soupers avec des collègues, des gens ou des gens de Microsoft. Donc, c'est l'occasion de faire des contacts, rencontrer des gens. Je sais que nous, on a même un dîner d'équipe, les gens LM donc ce soir, il y en a un demain aussi. Donc ça veut dire que tu peux discuter avec les gens de produits jusqu'à très tard. Puis en parlant de rencontres, je tiens à souligner Christophe Peugnet, qui est un MVP français qui m'a accroché hier au party de réception. Christophe a un podcast en France qui s'appelle Lifetile. Donc, lifetile.fr qui focus sur la mobilité. Donc, il nous écoute là-bas. Donc, Christophe, on te salue. Oui, puis on va mettre un lien sur notre page pour que nos auditeurs puissent aller aussi chercher ton podcast. Ouais. Écoute, moi, ce qui m'intéressait, Laurent, en t'invitant, c'est que je veux parler d'MVVM Lite. OK. Qui est un framework que tu as construit. On peut dire que tu es le parent de ce framework-là, en tout cas l'initiateur. Ouais. Mais ça serait très réducteur de juste dire « Ah, Laurent Bugnon, c'est MVVM Lite. » Parce que je pense que ce que tu fais dans la vie est un peu plus vaste et un peu plus étoffé que juste ça. Donc, ça, pour nos auditeurs, si on veut juste te présenter rapidement, donc, t'es ici. Ouais. Ce qui veut dire que toi aussi, t'es un MVP. C'est juste, hein? Dans parce qu'on est tous des domaines d'expertise. Ouais, exactement. Alors moi, je suis pour Windows Developer. Donc c'est en fait une expertise qui s'est créée suite à la fusion de Windows Phone Developer et ce qui avant s'appelait Windows Application Developer, sauf erreur, qui est cette espèce de division un peu bizarre entre ceux qui font le Windows Phone, ceux qui font le Windows, et en fait, tout le monde fait un petit peu de tout. Puis qu'il n'y a plus lieu du tout maintenant avec le Universal Windows Platform. Exactement, ouais. Donc, en fait, la division à l'époque, c'était surtout parce que les Windows Phone developers, c'était que vraiment Windows Phone était un peu à l'état de prototype, etc. Donc, ils avaient besoin d'un groupe de focus, en fait, si on veut bien. Et là, en ce moment,
tout se passe bien, on est tous ensemble et donc ça nous permet d'avoir des contacts aussi entre personnes qui font pas forcément tous la même chose. Donc dans le groupe par exemple, on a des gens qui font aussi des applications Windows avec WinJS et HTML par exemple. C'est un petit peu en train de, disons que c'est la minorité en ce moment. La grande majorité c'est XAML C#. Mais on a aussi des gens qui sont, voilà, qui font peut-être du C++ ou et maintenant de plus en plus en fait on a des gens qui font aussi du Xamarin, donc ça c'est aussi intéressant, ça nous permet de. T'as même reçu une reconnaissance de Xamarin comme MVP parce que Xamarin a l'équivalent. Ouais, ils ont un groupe qui est un peu plus petit mais qui est en train de s'étoffer en fait. Donc là maintenant ça fait à peu près 2 ans, j'essaie de réfléchir comment c'est que je l'ai reçu, 1 année et demie qui m'ont donné cet honneur, c'était très sympa. En fait, beaucoup pour le travail que je fais pour MVVM Lite, parce que MVVM Lite peut être utilisé sur Xamarin également. Et puis, bon, bah voilà, c'est tous des amis, hein. Je veux dire, Miguel, Veikaza, on se connaît depuis, oh mon Dieu, depuis, je sais pas, les jours de mix en 2006, 2007, etc. C'est ça qui est drôle, hein. Ben, je sais pas si on peut dire que c'est drôle, mais on retrouve toujours les gens. Toujours. Nous, on fait un parcours, mais eux autres aussi font un parcours, puis souvent, nos chemins se recroisent. Ouais, complètement. Ça sépare, ça recroise, ouais. Ah ouais, non, c'est une réunion de famille, hein. Le Somme MVP, un de mes amis, un de mes collègues, disait c'est une réunion de famille où on aime la famille. Alors, c'est une grande différence par rapport à Noël où des fois, voilà. J'espère que ma maman écoute pas le podcast. Donc, tu vis en Suisse. Ouais, exactement. Suisse romande ou? Alors, je viens de Suisse romande. Je suis né, éduqué en Suisse romande. J'ai vécu en Suisse romande jusqu'à 25 ans à Lausanne, près du lac Léman. Pas du lac de Genève, du lac Léman, n'est-ce pas? C'est notre lac. Et ensuite de ça, à 25 ans, j'ai émigré chez les Schweizerdeutsch, j'ai été chez nos amis suisses-allemands, et je vis à Zurich, enfin dans la région zurichoise depuis lors. Hein. Puis, autre le fait que tu es MVP, aussi t'es ce que Microsoft appelle des regional directeurs. Voilà, ouais. Donc, pour la région de Zurich, hein. Pour la Suisse. En fait, ouais. Donc récemment, il y a eu une petite réorg. On était 3 directeurs régionaux. Je sais pas ce qu'on dit en français. J'ai jamais dit ça. C'est une bonne traduction. Voilà, ouais. Oh, ouais. Et donc pour éviter toute confusion, on est d'ailleurs Guy est aussi un directeur régional pour la ville pour la région de Montréal-Est, Québec. Ouais. Ouais. Et donc, pour être bien clair, on n'est pas du tout payé par Microsoft. On a certains avantages, mais disons plus ou moins, c'est les mêmes avantages que les MVP. Donc ça se recoupe. Et le nom est un peu bizarre parce que tout le monde me dit oh félicitations, tu travailles pour Microsoft. Maintenant non, on travaille pas pour eux. On est toujours complètement indépendant. On est des employés bénévoles. Voilà, exactement. Donc on veut parler de MVVM Lite. Bon, commençons par la question fondamentale, c'est qu'est-ce que c'est MVVM? Parce que on va oublier le Lite pour l'instant. Donc, c'est un produit open source que tu as construit, mais ça veut implanter un patron de pattern. Voilà, puis en fait, quelle souffrance le pattern MVVM tend à résoudre. Ouais, c'est une bonne question parce que c'est vrai qu'il faut partir à la base en fait. Disons que pour moi, quand j'explique un peu MVVM, je dis la partie la plus importante de MVVM, qui donc s'appelle le model view model pattern. C'est vraiment le data binding. Hein, c'est vraiment cette possibilité qu'on a de déclarer un lien entre 2 propriétés. D'accord, ça c'est la partie vraiment la plus importante, on peut dire. Et donc au fait, ce qui s'est passé quand XAML a été créé dans les années 2005, 2004, 2005. Ce dont ils se sont rendus compte, c'est qu'en fait XAML c'est donc du markup, c'est déclaratif. Et on a la possibilité, en XAML, de dire, tiens, maintenant, cette propriété-là de cet élément UI, par exemple, la propriété texte d'un text block, j'aimerais la lier avec un autre élément. Et à la base, Microsoft a fait ça. Je me rappelle les premiers samples qu'on avait, c'était surtout entre des éléments sur le UI. C'est-à-dire qu'il y avait tout qui était géré à la partie UI. Et donc, XAML, comme d'ailleurs la plupart des technologies UI ces jours, est basé sur MVC. C'est-à-dire qu'on a, donc MVC c'est assez connu, hein, Model View Controller, c'est très populaire. On pourrait dire que c'est une variante de toutes ces... Parce que tu as aussi Model View Présenteur. Voilà, exactement. Model View Présenteur, Model View Controller, c'est très semblable. Donc ce qu'on a, par exemple, si on fait du iOS aujourd'hui ou du Android, c'est exactement la même chose. On a une partie qui est la view, qui est vraiment, en général, c'est du markup. C'est ce qu'on voit. Ce qu'on voit, exactement. On
Android, on parle de AXML, XAML, on parle de XAML. Si on ferait un parallèle avec le monde web, Ouais. c'est nos tags HTML. Ouais, On tout peut à dire fait. même que XAML, tout ça, est né de la prise de conscience au début des années 2000 que le modèle web fonctionnait bien, puis de séparer Voilà. le code pur du code de Voilà. présentation, puis d'avoir des langages différents, ça avait du sens. Exactement. Ouais. D'ailleurs, pour le web, on peut aussi faire du MVC au web, ça marche très bien. Donc, on a ce contrôleur qui, en fait, est là pour préparer les données, etc. Et donc, en XAML, on parle du code behind. On dit c'est si on a main page de XAML, on a en général main page de XAML.cs. Donc ça, ce serait notre contrôleur. Ouais. Le XAML, c'est la vue. C'est la vue. Ouais. Le Et puis, modèle, c'est le quoi? modèle, c'est les données, c'est peut-être nos les web classes. services, c'est d'où viennent les données, en fait. Et donc ça marche bien, mais c'est un gros problème, surtout la partie du contrôleur. C'est difficile de tester, c'est difficile de partager du code parce que c'est très lié en fait à la vue. C'est-à-dire que dans le contrôleur, on va dire tiens, si j'ai mon bouton, je vais faire button.click et puis ça va lier vraiment assez fortement le contrôleur au XAML en fait. Et donc on a ce lien qui est établi avec le event handler. Donc, une des difficultés qu'on rencontrait, c'est si souvent on va mettre beaucoup de code dans notre, Ouais. dans notre vue modèle, puis ce code-là, donc dans notre contrôleur, ce Ouais. code-là, on veut le tester. Ouais. Souvent, si on veut automatiser des tests, mais on peut pas automatiser nos tests, Voilà. traîner la couche de présentation parce Ouais. que ça devient quasiment impossible. Voilà. On voulait comme abstraire ça, puis pouvoir le remplacer par souvent un mock-up ou quelque chose Voilà. qui est fictif. Ouais, alors là, c'est assez difficile de faire ça. Et aussi, ce qui est maintenant de plus en plus important, si on veut prendre du code qui est partagé sur plusieurs plateformes, on va pas pouvoir faire ça parce que le problème, c'est qu'un bouton VPF, on peut pas le partager avec un bouton Android ou voire même avec un bouton Windows 10 en fait. Donc c'est des interfaces qui sont différentes. Donc, les interfaces sont toutes des technologies propriétaires à quelque part, On peut dire, ouais, voilà, Puis, qui font partie du UI framework en fait. sur lesquelles on doit, en tout cas, lesquelles on doit vivre, ou en tout cas, on Ouais. doit s'adapter quand on publie une application Voilà. pour une plateforme Windows 10 ou pour iOS. Cette Complètement. partie-là, puis c'est derrière, c'est ce que les utilisateurs veulent. Ils veulent leur expérience native, Ouais, comme on s'attend Ouais. que ça soit sur iOS, comme on s'attend que ça soit sur Windows 10. complètement. Donc, MVVM cherche à résoudre ce problématique-là. Ouais. Alors en fait, ce qu'on fait avec MVVM, c'est qu'on ajoute en fait, si on veut bien, un objet qu'on appelle le viewModel, et on va essayer de prendre autant de code que possible du contrôleur, donc du code behind, donc XAML par exemple, et de mettre ça dans le viewModel, mais de manière abstraite, c'est-à-dire de manière qu'on peut partager. Et ça se fait de manière assez facile pour la base. Par exemple, en disant tiens, si j'ai une propriété, on peut rendre cette propriété observable. Il y a une interface qui s'appelle iNotifyPropertyChange qui est très connue pour tous ceux qui font du data binding en fait. Et ce qu'on va dire, c'est que chaque fois que cette propriété change, on va raise property change, on va lever l'événement property change, et le data binding, donc c'est ce lien qu'on a établi entre la propriété sur le UI et la propriété sur ce qu'on appelle maintenant le view model, va être gardé à jour par le système en fait. Donc ça c'est built-in dans VPF, c'est depuis la base on a ce processus. Et un autre processus qui va dans l'autre sens, c'est ce qu'on appelle les commandes, où en fait sur un viewModel on peut exposer une propriété de type iCommand, une autre interface. Et en fait ce qui va se passer c'est que quand un bouton va être cliqué, par exemple, au lieu de gérer l'événement clic, qui est, comme j'ai dit avant, un lien assez fort. Puis là, de mettre tout le code dans le clic. Dans le contrôleur, à la place, on va dire, non, button.command, et puis on va faire de nouveau un binding, en fait, entre la propriété commande du bouton et la commande qui est sur le viewModel. Et ça nous permet, en fait, d'avoir ce qu'on appelle en anglais, je sais pas, enfin, en français, je sais pas, en anglais, on dit un loose coupling entre la vue. Du couplage faible. Voilà, exactement, entre la vue et le viewModel. Et tout ça, c'est basé en plus de ça sur dans .NET, on a cet objet qui est très pratique qui s'appelle Weak Reference, qui dit en fait que si à un moment donné la vue disparaît, par exemple, le viewModel peut être garbage collecté, d'accord, ça c'est le standard, mais on n'a pas besoin de détacher les bindings, parce que comme c'est weak reference, ça va pas rester en mémoire. Ce qui est toujours un gros problème quand on fait des event handlers, où on peut pas, si j'ai deux objets et qu'il y a un event handler entre les deux, c'est un couplage fort. Et donc on peut pas réduire la mémoire comme ça. Mais là, Laurent, tu nous expliques qu'à la base,
quand les gens chez Microsoft ont pensé XAML, Ouais, John donc Gossman, ouais. on vient dans les années 2003, 2004. Ouais, dans ces eaux-là, ouais. Donc, ce qui a donné naissance à WPF. Je me souviens pas comment ça s'appelait à l'époque, le nom Avalon. de code. Avalon. Ouais. Donc, quand ils ont pensé à ça, eux, ils voulaient faire quelque chose qui simplifierait beaucoup la programmation, qui permettrait de faire de la programmation Ouais. qu'on peut facilement faire évoluer, maintenir et tout. Mais pourquoi, aujourd'hui, il existe un framework comme MVVM Lite, ou on pourra parler des équivalents? Sure. Pourquoi les gens ont senti le besoin de venir ajouter d'autres comportements ou d'autres codes? C'était pas assez, juste ça? C'est une très bonne question. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on peut faire du MVVM sans aucun framework. Ça marche tout à fait bien, mais c'est un peu répétitif. Il y a certaines opérations qui sont assez répétitives. Par exemple, j'ai parlé avant de ces interfaces. iNotify Property Change, c'est abstrait, il faut l'implémenter. Et ça, c'est du travail qui est assez ennuyeux. C'est-à-dire que chaque fois qu'on veut implémenter iNotify Property Change, sur quelque objet que ce soit, on doit répéter le même code, etc. La commande... C'est ça, ça fait beaucoup de code répétitif quand on fait ce que j'appellerais du MVVM pur. Ouais, si on veut, donc sans aucun framework, il faut justement implémenter ça. Command, la même chose, on a cette interface iCommand qu'il faut implémenter, chaque fois c'est une classe qu'on doit implémenter, c'est assez ennuyeux. Et moi, à l'époque où j'ai commencé à travailler avec MVVM, donc j'ai commencé à travailler à l'époque sans savoir que ça s'appelait MVVM, mais enfin bon, voilà, à l'époque je travaillais pour Siemens, on était intéressé à faire un gros projet, on avait des teams un peu partout dans le monde. T'étais en WPF ou en Silverlight à l'époque? WPF, à l'époque c'était encore avant Silverlight, non, je suis un hardcore depuis le début. J'étais à Mix 2006 quand ils ont montré VPF au public pour la première fois. Avant, il y avait eu des privates, etc. Mais c'était vraiment, c'est une technologie c'est encore excitant. Très actuelle. C'était très actuel parce qu'on voit que dans le monde mobile, les gens ont repris le modèle WPF et l'ont adapté pour en faire, à beaucoup d'endroits. Ouais. D'ailleurs, là on fait un petit raccourci, mais dans le web, de manière très intéressante, le web embrasse le data binding maintenant grâce à VPF, on peut dire, parce que en fait, il y a eu un framework Knockout.js qui vient de Microsoft, les gens de Angular qui est Google, n'est-ce pas? On a vu ça, on dit ça c'est chouette, on veut faire. Et maintenant dans Angular, il y a aussi justement cette syntaxe de data binding. Donc le data binding, je dirais, pour moi, quand je parle de MVVM Lime, c'est sûr, j'apprécie ça, mais pour moi vraiment le groundbreaking change, la chose qui a vraiment révolutionné ça, c'est le data binding. Et avant le VPF, il y avait déjà du data binding, on nous parlait déjà, mais vraiment la possibilité de faire du data binding entre n'importe quelle propriété, ça c'est assez révolutionnaire. Donc là, si je te suis bien, à la base, dans les frameworks comme le WPF, tu peux implémenter toutes les interfaces, donc faire tout le code et tu vas pouvoir mettre en place tout ton data binding. Ouais. Mais ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'à un moment donné, c'est du code répétitif et que probablement que ça serait beaucoup plus aisé si on pouvait juste déclarer nos intentions et faire un peu générer ce code-là en dessous de la couverte par des frameworks. Voilà. Donc il y a en fait plusieurs choses. Par exemple dans MVVM Lite, moi je parle pas de framework, je parle de toolkit parce que c'est vraiment une collection de tools, on peut dire. Donc au fait il y a certains composants où on peut dire ça c'est un composant qui vient d'une librairie. Par exemple ViewModelBase. ViewModelBase c'est une implémentation de iNotify Property Change, mais au lieu de devoir répéter ce code chaque fois et de faire des erreurs dans l'implémentation, quelqu'un s'en est chargé, en l'occurrence c'est moi ou d'autres personnes. Et ça a été testé abondamment, c'est utilisé en production un peu partout. MVVM Lite a maintenant un peu plus d'1 million de downloads, donc beaucoup de personnes. Ça fait combien d'années maintenant que le ferait depuis 2009 en fait. Donc 6 ans de vécu. Ouais, les parties les plus vieilles, on peut dire, ont commencé en 2009. Je mets à jour régulièrement, etc. Mais enfin, disons que c'est vrai que la base est quand même là depuis très longtemps. Et il y a d'autres choses aussi, par exemple MVVM Lite, on installe ça dans Visual Studio, on peut faire File New Project, New MVVM Lite Application. Et en fait ce que ça va faire, c'est que ça nous donne un projet, en ASP.NET il parle de scaffolding, il parle d'échafaudage. Et c'est en fait c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'on va déjà avoir une certaine structure de l'application qui rend ça beaucoup plus facile. Et moi, à l'époque, mon intérêt pour MVVM, c'était surtout pour Blend, parce que Blend est un outil absolument fantastique. C'est aussi un outil unique, c'est-à-dire que quand on fait du iOS, quand on fait de l'Android, on a des designers, mais qui sont statiques. On voit
une partie de la page, mais tout ce qui est dynamique, les listes, les données, etc., c'est pas là. Et donc c'est assez compliqué de faire le design parce qu'on doit faire le design et ensuite de ça on doit faire tourner l'application, on perd beaucoup de temps pour mesurer les pixels, etc. Blend, c'est un outil d'une classe complètement différente, c'est ce que j'appelle un designer dynamique, c'est-à-dire que Blend fait tourner du code. Et on peut, en utilisant certaines techniques de programmation, par exemple justement ce que MVVM Lite fait, cette espèce de scaffolding, on peut en fait forcer Blend à exécuter certaines parties du ViewModel. Et donc, ça va nous donner, par exemple, ce que moi j'appelle enfin, tout le monde appelle ça maintenant comme ça, des design time data, hein, des données pour le design. Et entre autres, on peut avoir, par exemple, une liste dans Blend qui est peuplée d'items qui sont juste pour le design. Des pays, des provinces, du vrai data. N'importe quoi, ouais. exactement. Et ça nous permet de faire des choses qui sont vraiment très utiles, comme par exemple, dire, bah, tiens, qu'est-ce qui se passe si j'ai, par exemple, on peut prendre l'idée d'un contact book, par exemple, on dit, bah, tiens, qu'est-ce qui se passe si j'ai un ami qui a un nom qui est très long? Et tout d'un coup, on se rend compte, oh là, ouais, attention, le nom va avoir 3 petits points. Visuellement, on veut pas ça pour un nom, hein, etc. Donc tout d'un coup, on se dit, ah, attention, il faut que je mette sur 2 lignes. Qu'est-ce qui se passe si j'ai beaucoup d'amis, etc. Il faut peut-être qu'on commence à faire du paging, etc. Donc Blend, c'est un produit vraiment fantastique. Ouais. Une des barrières que Microsoft rencontrait avec Blend, c'est que beaucoup des designers graphiques qui viennent du monde web n'étaient pas si familiers que ça avec les designers dynamiques. Ouais. C'est-à-dire que pour eux autres, il y avait un certain choc culturel aussi. Ouais, on peut dire, ouais. D'ailleurs, nous, donc chez Identity Mind, mon entreprise, à l'époque, de manière historique, c'est assez rigolo parce qu'on avait justement, quand je travaillais chez Siemens, donc je faisais partie du premier team qui a utilisé WPF en production. Donc on a fait beaucoup de recherches pour voir comment est-ce qu'on peut faire. J'ai passé presque une année, en fait quasiment toute l'année 2006, on peut dire, à faire du prototypage, etc. Et à l'époque, on a contacté Microsoft, on a dit, bon, on aimerait comprendre comment Blend travaille, parce qu'on voyait le potentiel, mais en même temps, c'était quand même assez bizarre, quoi. Et je savais qu'on pouvait faire du design time data, mais j'aimerais vraiment pouvoir faire ça de manière structurée. Et à l'époque, Microsoft nous a mis en contact avec Identity Mind, qui est une des firmes qui conduit, on peut dire, dans le domaine VPF, XAML, et maintenant Xbox et mobile, etc. Et en fait, j'ai commencé à travailler, à collaborer avec eux, et on a déconstruit Blend, on peut dire. Et c'est à l'époque que j'ai rencontré aussi Gossman, donc John Gossman, l'architecte de VPF et de Blend, d'autres personnes qui ont travaillé tout le team Blend, des gens qui encore maintenant sont vraiment des amis proches, parce que ça fait des années qu'on parle de ces choses-là. Et essayer de comprendre, et en fait, de cette recherche, MVVM Lite est né, on peut dire. Comment est-ce qu'on peut structurer l'application? Donc c'est pas seulement un framework qui donne des composants, il y a ces composants, il y a par exemple une implémentation de iCommand, comme je disais, il y a un messenger que les gens aiment beaucoup, qui permet d'envoyer des messages d'un objet à un autre, mais sans forcément que les objets se connaissent, donc très découplé. Il y a aussi un petit IOC container, parce que maintenant, en programmation, on aime bien avoir comment on dit ça en français? IOC container, Inversion of Control. Hein. Ouais, c'est la version de contrôle. La version de contrôle, essentiellement, voilà. c'est pouvoir instancier les Voilà. objets. Alors, tous ces outils, en fait, et la philosophie d'MVVM Lite, c'est que je pousse personne à les utiliser. Donc, on peut dire, bah, tiens, j'aime beaucoup le ViewModel Base, mais j'aime pas du tout l'IOC container. Et c'est pas un problème. On peut utiliser quand ça. quelqu'un dit, j'utilise MVVM Lite, il peut peut-être juste utiliser 10 ou 20% de ce qui est disponible. S'il veut, ouais. Il y en a qui peuvent utiliser tout. Ouais. Mais c'est une des grandes forces de MVVM Lite, Ouais. c'est que tu choisis. Souvent, il y a des cadres comme ça de développement, c'est tout ou rien. Ouais, voilà, Donc, exactement. Tu vives ouais. avec tout ou rien. Dans ton cas, toi, c'est très, très, très découplé. Donc, tu Très choisis. modulaire, on peut choisir ce qu'on veut. J'aime pas du tout forcer les gens dans une direction, mais j'aime leur donner des outils pour les faire travailler de manière plus rapide. En Je sais fait. que nous, dans notre produit, pour l'injection de dépendance, Mhm. on n'a pas pris celui qui vient avec toi, on a pris AutoFac. Mais Voilà. dans Parce la mesure- qu'AutoFac est beaucoup plus puissant, en fait. Donc, celui que j'ai, je l'appelle Simple IOC. Le nom montre que c'est simple. Pour des applications peut-être du style mobile, etc., ça suffit. Ouais. Xamarin, pas de problème. Mais pour des applications peut-être VPF bureau ou des applications un peu plus grosses, les gens peut-être ont leur outil préféré. Et moi, j'embrasse ça. Donc, je dis toujours Simple IOC. Par exemple, pour moi, c'est le gateway drug to IOC. Hein. C'est-à-dire, on essaye, on se dit, ah ouais, c'est chouette ce truc, je vais essayer quelque chose d'un peu plus puissant, puis après, on est perdu. Puis, en même temps, Simple directement dans le nom, ben, ça dit aux gens, ben, il y a
c'est la base. C'est la base. Il y a peut-être autre chose. Il y a des choses qu'on peut pas faire, mais en même temps, je veux pas faire un remplacement d'AutoFac ou de Unity ou de ces IOC containers. Donc, c'est vraiment la philosophie, en fait, et d'ailleurs, le nom MVVM Lite le montre. Hein, Ouais, le Lite. pourquoi Lite? En fait, Lite, parce que à l'époque, quand on faisait du VPF à l'époque, il y avait pas mal de monde qui commençait à faire ces frameworks. Il y a eu une période vraiment où il y avait un petit peu la guerre des frameworks, on peut dire, où quasiment chaque développeur VPF avait son framework et tout ça. On aime réinventer la roue. Les On aime réinventer informaticiens, la roue complètement, le not invented here, hein, le syndrome. Et donc, il y avait pas mal de ces frameworks, en fait, que moi j'étudiais, je regardais, je me disais, tiens, peut-être je peux utiliser ça. Et je me rendais compte que c'était quand même assez lourd, quoi. On devait apprendre à utiliser le framework. Il y avait toute cette partie où, donc si je fais ça comme ça marche pas, etc. Et ça c'est jamais été ma philosophie de programmation. C'est ça, souvent, il y a des frameworks, c'est vraiment une couche d'abstraction, puis là, ils veulent te cacher littéralement WPF. Ouais. Parce que MVVM Lite, le nom Lite voulait dire, c'est vraiment une couche d'abstraction pour te simplifier la vie, mais qui s'appuie mais qui enlève pas les abstractions Voilà. de WPF. Ouais. Et puis, comme on disait avant, au plus de ça, si on a une technique de programmation qu'on aime bien, normalement, ça passe assez bien. Disons qu'il n'y a pas de contraintes trop fortes. Donc, je voulais en fait avoir quelque chose qui permettait aux gens d'être de manière légère, si on veut bien, d'améliorer leur code, mais pas forcément de les forcer dans une technique de programmation qui était peut-être pas familière pour eux. Et ça m'a, voilà. Et puis le nom est venu comme ça, en fait. Tu sais ce qu'on dit, hein, en programmation, il y a deux choses qui sont très dures, c'est le multithreading et puis donner des noms aux choses, parce qu'on doit sans arrêt réfléchir. Donc voilà, donner des noms c'est pas facile, mais disons que voilà, ça bien géré. J'ai un bon ami là en Suisse qui est un designer qui m'a fait un logo qui est très chouette avec la plume comme ça, qui donne l'impression de vraiment de légèreté. Et du coup, voilà, c'est chouette, quoi, ça a bien continué. Puis ça représente bien le produit aussi. Ouais, c'est l'idée, ouais. Donc, toi, tu mets en place, tu annonces ce cadre-là 2009. Ouais. Essentiellement, à la base, ça, on se remonte il y a 6 ans passés, il existait WPF. Ouais. Et Silverlight était dans ses premiers... Encore, ouais, c'était là, à l'époque, il parlait de WPF-I, qui était VPF Everywhere, n'est-ce pas? Ouais. Et je me souviens avoir passé une fois un après-midi vraiment très chouette avec Scott Guthrie sur une terrasse à Zurich à parler de qu'est-ce que vous allez faire avec WPF-I. Ouais. Et en fait, on a commencé à parler de ce qu'il voulait faire, de commencer Silverlight. En 2009, Silverlight était déjà dehors, donc, mais c'est vrai que de manière officielle, si on veut bien, mais les premiers, les premières versions du framework, c'était même encore plus tôt, quand il y avait encore quasiment pas de Silverlight. Une des premières, un des premiers ports que j'ai fait, donc je me rappelle, c'était de porter le framework à Silverlight, en fait, ce qui s'est fait de manière assez facile. Parce que un des gros avantages aussi de MVVM Lite, c'est que comme c'est des objets qui sont assez peu intrusifs, qui sont assez légers, ça me permet de très facilement les porter sur des nouveaux frameworks. Parce que je m'appuie sur des techniques de programmation qui sont pas du tout invasives, en fait. J'ai très peu de réflexion, et la réflexion que j'utilise pour étudier des objets, etc., c'est très léger. Donc, par exemple, quand j'ai porté ça à Xamarin aussi, en fait, le port de MVVM Ça, t'as fait Lite... le port vers Xamarin en 2013, c'est pas ça? Ouais, 2000. Bon, j'ai commencé à regarder ça un petit peu avant, mais disons que le port officiel, en fait, j'ai sorti le framework de manière officielle en 2014, assez tard, si on veut bien. Mais disons que le port en 2013, comme ça, c'est fait vraiment de manière très facile, quoi. Parce que, juste pour aujourd'hui, ça roule WPF. Ouais. On oublie Silverlight, c'est une technologie qui Voilà. qui existe encore. Qui existe encore, il y a encore des gens qui utilisent ça. Ouais. Qui est moribonde. Donc moi, je continue à maintenir quand même MVVM Lite pour Silverlight. Du Xamarin. Ouais. iOS, Android. Ouais, Xamarin Forms aussi. Donc si on veut, Xamarin Forms ils ont leur propre framework MVVM. Mais bien entendu, c'est propriétaire Xamarin Forms. Donc si on veut faire du MVVM qui va sur plus de plateformes, par exemple, MVVM Lite est une alternative. Et je supporte aussi, en fait, tout ce qui est XAML. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, c'est Windows 10 universel, Windows 8 pour ceux qui font encore ça, Windows Phone, ce qu'on appelle le RT, hein, le Runtime, pardon, ou Silverlight. Donc il y a aussi Silverlight sur Windows Phone, sur Windows Phone 8. Et je supporte aussi ce que les gens savent peut-être un peu moins, mais on fait beaucoup d'applications Xbox.
où en fait MVVM Lite tourne sur Xbox aussi, donc c'est intéressant le fait que ce soit partout. Entre autres, nous, on utilise la Marinform, et quand on a regardé rapidement ce qu'ils font comme implémentation MVVM, il y a toujours tu choisis tes souffrances. Donc on regardait ça, on disait on aime-tu ça? Tandis que MVVM Lite, on trouvait qu'il y avait moins de souffrance, mais en plus, un peu comme on utilise Autofac pour faire notre injection de dépendance, autant quand on fait du code serveur que du code client, mais à un moment donné, tu veux pas maîtriser 25 frameworks. C'est un coût à ça. Ouais. Parce que quand tu viens que tu maîtrises, le développement est beaucoup plus rapide. Ouais. Puis le fait que tu supportes plusieurs plateformes, ben, en tant que développeur, moi, je n'ai qu'à apprendre. Si ça fait l'affaire, si ça fait mon affaire, ben, je n'ai qu'à apprendre MVVM Lite. Ouais. Je peux l'utiliser sur toutes ces plateformes-là. Ouais. Bon, comme toutes les techniques de programmation client, il y aura toujours une partie qui sera propriétaire. Hein. À la fin, on doit quand même faire du XAML, on aura quand même un peu de code behind. C'est pas interdit, hein. Je veux dire, à l'époque, je me rappelle que quand j'ai commencé à parler de MVVM, il y avait beaucoup de gens qui venaient puis qui me disaient mais le but c'est d'avoir zéro code dans le non, zéro code dans le contrôleur. Premièrement, on n'arrive jamais, puis deuxièmement, pourquoi vouloir se compliquer la vie? Il y a des fois des choses qu'on fait dans le contrôleur parce que c'est plus simple, hein. Je veux dire, moi je suis pas un gars qui aime la souffrance. J'aime bien vivre de bonne manière, bien manger, passer du temps avec ma famille et puis pas forcément passer 25 heures par jour sur le computer. Donc non, il faut, on est pragmatique, on simplifie la vie. Et donc ça marche. Donc il y aura toujours un petit peu du code quand on fait du Xamarin iOS. Et il faut un peu connaître iOS. Il y a pas de, parce qu'on veut faire des applications qui ressemblent vraiment à une application iOS. Même chose du côté Android. Complètement la même chose du côté Android. De toute façon, oui, pour les programmeurs, il faut qu'ils maîtrisent un peu la plateforme. Les designers, eux autres aussi, il faut qu'ils fassent la couche de présentation, puis la couche de présentation est en tout cas, différente. Mais par contre, quand on a justement toute cette partie qui est aussi large que possible, qui est très similaire, voire même complètement partageable, hein, parce qu'une grande partie de ce qu'on fait maintenant cross-platform, au fait, on fait ce qu'on appelle les Portable Class Library. Donc, au fait, on a vraiment une DLL avec le modèle, le view model, en tout cas une grande partie du view model. Et puis ça, c'est un projet qu'on partage dans toutes les plateformes. Donc, cette couche-là, qui est la partie, en général, la plus ennuyeuse à écrire, parce que, on reçoit du JSON, on fait les objets, on les met dans une liste. C'est pas le plus challenge, le plus gros challenge intellectuel du monde. En même temps, je veux pas réduire ça. Donc, il y a des techniques de programmation qui sont super complexes et tout ça. Et donc, la possibilité d'écrire ça une fois et puis ensuite de ça de partager, c'est quand même chouette, quoi. Puis, on peut dire, avec la popularité que Xamarin a pris ces dernières années, le retour de Universal Windows Platform qui remet de l'avant XAML comme un langage de premier niveau. Première classe. Parce qu'on s'est posé la question à un moment donné pendant un an, en tout cas avec l'époque Windows 8. C'est-tu JavaScript, donc HTML et CSS qui va devenir la façon de faire la couche de présentation? En tout cas, on était comme en deux eaux pendant un petit bout de temps. Complètement, mais là, c'est clair maintenant. XAML, cette approche-là est là pour durer, en tout cas pour au moins 5 ans. On peut pas prévoir le futur tant que ça. 5 ans, c'est une éternité de la programmation, on est d'accord, mais je pense que là, basé sur aussi les choses NDA qu'on entend, disons que ce qu'on peut dire, en tout cas, clairement, XAML est utilisé partout de Windows maintenant. Et ce qui est nouveau, en fait, c'est que regardez dans Windows 10, faites une petite expérimentation très intéressante. Dans Windows 10, faites une nouvelle application Windows 10, mettez un calendrier, un contrôle calendrier dedans. Et ensuite de ça, vous tournez votre application, puis ensuite de ça, vous ouvrez le date and time, puis vous regardez le calendrier. C'est le même contrôle. Ce qui veut dire quoi? Ça veut dire que le team Windows, qui construit Windows, utilise les mêmes contrôles, et c'est la première fois dans l'histoire de Microsoft que nous, on utilise pour construire nos applications XAML. Et ça, c'est révolutionnaire. Ça veut dire que pour la première fois, ils comprennent nos souffrances et ils travaillent de manière active pour réduire ces souffrances parce que eux ils utilisent aussi ça. Et donc là on peut dire que XAML a gagné. Puis ça c'est si on peut dire si on peut élargir la discussion un peu, c'est une des grandes nouveautés de l'outillage de Microsoft en Visual Studio pour pas le nommer, c'est que les équipes à l'interne utilisent ce produit-là pour aller, donc l'équipe Office, entre autres, ça je pense que c'est pas NDA, l'équipe Office utilise tout l'outillage pour faire la version iOS de leur application, Android, les versions vers Windows Phone, puis
c'est le même code, là. C'est les mêmes outils que nous, on utilise. Les mêmes outils que nous, on utilise. Puis ça, t'as raison, c'est vraiment nouveau. C'est nouveau. Parce qu'avant, il y avait toujours comme, nous, on utilise d'autres outils plus performants. Ouais, ils utilisaient beaucoup de unmanaged C++ pour aller plus vite, etc. Et là, l'approche est radicalement différente. C'est de dire, non, là, on va vraiment utiliser la même chose que tout le monde, dog food, on va manger notre mais c'est aussi pour aller plus vite aussi, hein. Mais par contre, ça les force alors à étudier justement où sont les points douloureux et on va aller les résoudre. Et ça a amené aussi des améliorations à WPF au niveau du framework en tant que tel, parce qu'on a vu des gains de performance dans les dernières versions. Ouais, il y a plein de choses qu'ils font. Là, par exemple, un des sujets qui est très intéressant, c'est ce qu'ils appellent le .NET natif, en fait. Ouais. On a la possibilité de compiler notre application sur natif directement. Donc, c'est-à-dire qu'au lieu de créer... Alors, par contre, la compilation prend plus de temps, donc on fait ça seulement au release, pour bien tester, parce que des fois, il y a un petit peu des petites différences. Mais disons que ça permet vraiment de faire un binaire qui est adapté à la machine, en fait. Attends un petit peu, là. Normalement, en .NET, je compile en langage intermédiaire. Le IL, exactement. Puis ensuite, quand le IL est exécuté sur la machine, le JIT compiler embarque et fait une compilation native. Ouais. Là, ce que tu nous expliques, c'est pas la même chose. C'est pas tout à fait la même chose, c'est-à-dire que la partie du IL, en fait, on a la possibilité, c'est optionnel, de sauter ça, en fait, de dire non, moi je veux pas compiler sur IL, je veux compiler sur natif directement. Puis il y a une raison pourquoi Microsoft a décidé de faire ça, c'est quand ils ont voulu publier des applications pour la plateforme Apple, iOS, par exemple, tu peux pas intégrer un JIT, Apple veulent pas. Ouais. Voilà. Donc là, il n'y avait pas le choix, puis on s'entend. Chez Microsoft, il y a des gens qui savent faire des compilateurs dans cette organisation. Il y en a quelques-uns, puis parmi les meilleurs au monde. Donc, eux autres, ils ont regardé ça, ils ont dit, ça, c'est un problème qu'on sait résoudre. Voilà. Donc, ils se sont dit, on va le résoudre correctement. Ils ont fait la même chose pour Android. Encore là, ils font des choix. Des fois, les stratégies peuvent être un petit peu différentes. Windows 10. Et pour nous, pour la communauté, en tout cas pour les développeurs, ce qui est intéressant, c'est que il y a Microsoft, donc le paquebot impérial qui fait ça, mais t'as aussi Xamarin, qu'on peut pas dire que c'est la même grosseur, on pourrait dire que c'est un autre type de bateau un peu plus petit, mais qui eux, depuis 2009, avaient commencé une initiative de dire on va aussi apporter nativement des applications vers Android, surtout vers iOS, et eux avaient frappé la même problématique que je peux pas mettre une machine virtuelle à l'intérieur d'iOS, donc avaient mis en place leur compilateur. Et ils s'appuyaient sur XAML parce que le but c'était de prendre du C#.NET. C# en tout cas, voilà. Donc ils ont peut-être une petite variante dans leur XAML. Ça va peut-être s'unifier à terme, on verra comment ça va évoluer. Mais quand on parle de compilation native, est-ce que c'est ce que Mario vient de décrire ou disons que ce qui est compilation native sur Xamarin, ça ils ont ça depuis le début parce que comme Mario a bien décrit, en effet, c'est vrai que pour aller sur iOS, il faut avoir un natif, en fait, un binaire natif. On veut ça parce qu'Apple, quand tu leur soumets une application, ils ont aucune façon de savoir est-ce que ça a été fait avec l'outillage Xamarin ou avec un outillage fourni par Apple. Ouais, disons qu'il y a des moyens de le savoir, mais disons qu'ils tolèrent ça, je pense qu'on peut dire, et maintenant ils le tolèrent depuis tellement longtemps qu'ils vont plus changer d'avis. Donc c'est vrai qu'au début il y avait un petit peu une période où on se demandait un peu si Apple allait venir en arrière, mais c'était pas tellement Xamarin leur problème, c'était plutôt d'autres entreprises qui faisaient des choses un petit peu bizarres, si on veut bien, et qui voulaient soumettre des applications qui avaient été construites par d'autres outils. Là, je pense qu'on peut dire maintenant que c'est bien établi, qu'il n'y a pas de problème. Il y a des règles assez claires, donc il faut utiliser un Mac pour compiler, etc. Ce qui, de manière technologique, n'est pas du tout nécessaire, mais c'est vraiment purement pour respecter la licence. Donc il faut, on suit les règles. Mais donc ça a été établi. Mais ce qui est nouveau, disons, du côté Windows, c'est qu'à l'époque, comme tu disais, Guy, vraiment les applications VPF c'est IL, les applications Silverlight c'est IL, les applications même Windows 8, c'était IL mais la couche était un peu plus réduite parce qu'il y avait beaucoup plus de code natif, on tombait dans le natif de manière beaucoup plus rapide. Et là maintenant justement c'est une nouvelle possibilité de dire maintenant je veux plus de IL en fait. Et donc à l'époque, moi je me souviens quand j'étais chez Siemens en 2006-2007 où on utilisait beaucoup même à l'époque avec WinForms, un des gros challenges au fait c'était comment est-ce que je peux configurer le Just-in-Time Compiler, le JIT,
pour faire exactement ce que je veux, pour avoir vraiment les gains de performance où j'en ai besoin, en fait. Et là, c'était très compliqué. Tandis que maintenant, avec le just-in-time, avec la disparition, si on veut bien, optionnelle, une fois de plus, c'est quelque chose, on doit dire oui, je veux faire ça. Si on décide de le faire, on a plus de contrôle, en fait, sur la performance de l'application. Et ça permet d'avoir des applications qui démarrent plus rapidement, qui tournent plus rapidement. C'est surtout un gain de performance. C'est clair, l'équipe Microsoft Office, eux voulaient faire ça parce que, on s'entend, là, Microsoft Office, c'est une gamme de produits qui existe depuis 20 ans. Puis les gens qui contrôlent ce produit-là, pour eux, d'avoir du code natif, c'est fondamental. C'est comme on fait le meilleur code sur la planète parce que c'est une application utilisée par des millions. Non, puis il faut pas oublier que Office, nous on utilise des outils Visual Studio, ces genres de choses-là. Microsoft fait pas de bénéfice avec ça, c'est des outils développeurs. Il y a beaucoup de choses. Maintenant, ils donnent Visual Studio gratuitement avec Visual Studio Community Edition. Il y a toute la partie online. Il y a beaucoup de choses qui sont. Les développeurs, Microsoft a toujours aimé les développeurs et a jamais vraiment fait d'argent sur le dos des développeurs. Et donc c'est Windows, c'est Office, c'est maintenant Azure, etc. qui paye, qui nous donne. Voilà, merci, les gars, de nous donner ça. Et là, ils doivent alors optimiser. Et justement, le fait que Office utilise ces outils, maintenant, le fait que Windows utilise ces outils, même que Azure utilise Visual Studio pour développer, ça, c'est vraiment bien pour nous, les développeurs qui sont de notre petite entreprise à côté et puis qui regardent le paquebot que tu décris là. Tout à fait. Un peu plus tôt, quand on parlait de MVVM Lite, tu as laissé entendre qu'il y a eu une époque où est-ce qu'on pourrait appeler l'époque de la guerre des frameworks. On n'est plus là. Il y a une certaine stabilité. On peut dire, mais comme c'est c'est des situations économiques qui favorisent des quasi-monopoles, il n'y a pas 28 joueurs, il y a comme 3-4 grands joueurs. Si on prend surtout, on va regarder du point de vue mobile. Le mobile est de plus en plus important. C'est clair. Il y a un autre framework que beaucoup de gens utilisent et apprécient beaucoup, qui est MVVM Cross. Oui, tout à fait. C'est quoi les MVVM Lite, MVVM Cross? En quoi c'est différent? Est-ce que c'est la même mission ou... Alors, la philosophie qui est derrière, c'est la même. C'est-à-dire de dire, bon, on veut avoir des view modèles, on veut avoir un espèce de découplage entre la vue et le view modèle. Donc, c'est le même problème qu'on cherche à résoudre. Même problème qu'on cherche à résoudre. Et d'ailleurs, je connais Stuart Lodge, qui est donc le créateur de MVVM Cross. On se connaît, on a parlé régulièrement. On s'était, de manière assez rigolote, on avait parlé régulièrement, mais on s'était jamais rencontré jusqu'à l'année passée, sauf erreur. Je l'ai vu rencontrer pour la première fois en personne. Donc lui, il est basé en Angleterre. Et donc en fait l'idée c'était qu'une fois Stuart m'a dit j'aimerais faire quelque chose sur Xamarin. J'ai dit chouette parce que moi j'ai rien en fait et à l'époque j'avais pas trop l'intérêt non plus parce que bon c'est pas que j'avais pas l'intérêt, j'avais l'intérêt mais j'ai tellement de choses à faire que je dois choisir mes batailles comme ils disent nos amis anglais là, pick my battles. Et là en l'occurrence Xamarin était sur ma liste mais plutôt de côté. Et donc Stuart a repris une partie du code d'MVVM Lite et donc il a forqué c'est un fork, à la base. Mais cela dit, faut parce que MVVM Lite c'est un projet open source. Ouais, complètement open source. Là en l'occurrence je suis sur Codeplex, donc on peut tout à fait obtenir ça et puis ensuite de ça faire des extensions. Et Stuart a énormément travaillé. Alors là je dois dire respect à Stuart pour le travail qu'il a fait. Il a énormément travaillé et son idée c'était d'utiliser en fait une philosophie de programmation qui est assez différente de MVVM Lite, basée beaucoup sur ce qu'on appelle Convention over Configuration, donc plutôt des conventions que de la configuration, tandis que MVVM Lite suit plutôt la philosophie de configurer plutôt que de convention. Et on peut dire c'est un petit peu la grosse différence entre les deux, c'est-à-dire que MVVM Cross a je pense que Stuart va pas être fâché si je dis ça, la courbe d'apprentissage de MVVM Cross est plus raide parce que justement il y a beaucoup de choses qui font un petit peu en arrière-plan où il faut savoir qu'il faut configurer et qu'il faut utiliser une convention, mais qu'il faut justement utiliser le framework de cette manière. Ça permet, quand on maîtrise ça de manière vraiment bonne, ça permet d'aller plus vite dans certains domaines. Par contre, moi, ce qui me gêne un peu avec cette philosophie-là, et vraiment c'est purement personnel, on peut dire, je pense que le monde des programmeurs est un peu séparé entre 50% qui préfèrent la configuration, 50% qui préfèrent la convention. Et ça, on avait déjà sur Windows, c'est rigolo parce que la même
la même bataille, hein, si on veut bien, c'est très amical, mais à l'époque sur Windows, il y avait Caliburn, par exemple, et Caliburn, même chose que MVVM Cross, beaucoup de conventions, etc., et la courbe d'apprentissage plus raide. Et donc, au fait, la grosse différence, c'est vraiment ça, c'est de dire, MVVM Cross va nous faciliter la vie dans certains domaines parce que ça va plus vite, mais par contre, il faut apprendre à utiliser ça, c'est plus long au début. Et aussi, moi, ce qui me gêne un petit peu, c'est que c'est plus difficile de comprendre ce qui ne marche pas, en fait, parce qu'il y a plus qui est un peu caché. Hein, je fais le signe. La boîte noire est plus grande. La boîte noire est plus grande. Et il y a des gens qui vraiment préfèrent ça, qui disent non, moi je préfère investir du temps et d'apprendre le framework et de le maîtriser. Ensuite, ça, je l'utilise partout, mais je le connais vraiment bien. MVVM Lite, c'est plutôt, d'ailleurs, une fois de plus, le nom Lite dit, c'est plutôt peu intrusif. On essaye de dire non, la technique d'apprentissage est plus rapide, on va être productif plus rapide. Par contre, c'est un petit peu plus de travail. C'est-à-dire que si on veut, je sais pas, moi, créer une liste, etc., on doit faire un petit peu plus de travail. C'est un peu cette différence de philosophie-là, si on veut. Puis moi, on a vu une présentation il y a quelques semaines, justement, de quelqu'un qui présentait sur MVVM Cross, puis ça nous avait sauté un peu. En tout cas, une des prises de conscience qu'on avait eues toutes les deux, lorsqu'on en discutait à la pause lors de cette présentation-là, c'est que si on regarde, le focus était vraiment pour faire du développement avec Xamarin dans la présentation. Puis si on regarde avec Xamarin classique. Ouais, donc classique, ouais. Ouais, parce que donc la personne nous montrait comment prendre du Xamarin classique, donc faire des applications qui ciblent soit iOS, soit Android, et rajouter MVVM Cross pour plus rapidement être capable de développer ces applications-là. Et donc, puis moi, quand on regarde ça, on se disait, regarde ça accélère la rapidité pour les développer beaucoup plus vite. Donc, je trouvais, on peut comparer un peu à les Xamarin Forms. Avec une grosse différence, c'est que là, Xamarin Forms, les contrôles visuels, faut que tu prennes ta capacité de contrôler l'apparence, elle est limitée, mais on te donne un paquet d'outils pour que ça aille beaucoup plus rapide. Donc, c'était comme un mi-chemin. Donc, tu avais Xamarin natif. Après ça, tu pouvais dire, j'ai Xamarin avec VMM Cross, qui est comme un mi-chemin, puis j'ai Xamarin Forms. Puis dans les trois cas, c'était comme des chemins différents pour atteindre tes objectifs. Puis ce qui est intéressant avec ton MVVM Lite, c'est qu'MVVM Lite, bon, c'est sûr que Xamarin avec MVVM Cross, mais c'est pas le cas, mais si tu décides d'aller Xamarin natif ou d'aller avec Xamarin Forms, tu peux toujours remplacer, dans le natif, tu vas mettre vraiment MVVM Lite pour te permettre de simplifier tout ton code. Puis si t'es dans Xamarin Form, tu peux décider de mettre Lite puis de remplacer celui qui est fourni avec Form parce que encore là, Xamarin ont fait quelque chose de très flexible. Donc puis c'est la même philosophie en fait. D'ailleurs, il y a pas de secret, hein, tout est open source, etc. Si on regarde les composants qu'ils ont chez Xamarin Forms, par exemple, il y a pas mal de choses qui sont assez similaires dans la philosophie. Ils ont aussi par exemple, une implémentation de iCommand, ils ont aussi une implémentation de iNotify Property Chain. Je dirais un des avantages de MVVM Lite, c'est la base d'utilisateurs qui est énorme. Bon, ça c'est clair que c'est vrai que si on compare les différents frameworks, et surtout, bon, MVVM Cross est populaire, faut pas le nier. Je pense que la grande force, la grande popularité de MVVM Cross, c'est comme j'ai dit, il a été un visionnaire, si on veut bien, qui a pris le temps de faire tout ce travail sur Xamarin à l'époque où Xamarin n'était pas du tout aussi populaire que maintenant. Et une fois de plus, je salue le travail qu'il a fait là parce que il fallait oser se lancer là-dedans et passer des heures et des heures. Bon, moi, je suis venu beaucoup plus tard, donc il y a un petit peu cette différence-là. Et maintenant, c'est intéressant parce que on est un petit peu dans le côté inverse où finalement MVVM Cross tourne aussi sur Windows, mais c'est clair, il y a beaucoup moins d'utilisateurs sur Windows parce que MVVM Lite était là depuis le début. Sous Xamarin, c'est le côté inverse, il y a plus d'utilisateurs MVVM Cross. Mais voilà, c'est toujours intéressant d'avoir ce converti. Par contre, en ce qui concerne Xamarin Forms, comme tu le dis, là c'est clair, la base d'utilisateurs est beaucoup plus réduite. Et donc là, maintenant, je reçois des fois des emails où on me dit, j'ai commencé à apprendre MVVM Cross, j'ai commencé à apprendre Xamarin Forms. Ils ont un framework MVVM. Pourquoi est-ce que je devrais plutôt utiliser MVVM Lite? Et au général, moi, je leur donne toujours la même réponse. Je leur dis, bon, premièrement, si vous voulez partir sur d'autres plateformes avec le même code,
Xamarin Forms, non, c'est limité à Xamarin Forms. Mais aussi, voilà, il y a MVVM Lite quand on cherche, par exemple, sur Stack Overflow, le nombre de questions-réponses, hein, il y a toute une communauté là autour. Je veux dire, j'ai la chance d'avoir une communauté absolument excellente autour de MVVM Lite. Des gens qui écrivent. Donc, sur Stack Overflow, on peut avoir de l'aide. Ouais. Il y a aussi le fait que plus le framework ou le est utilisé, ben, plus les lignes de code ont été roulées, plus il a été débugué. Ouais, exactement. Et d'ailleurs, ouais, des fois, on reçoit un bug où on se dit, oula. Attends, comment ils ont fait ça? Ah ouais, d'accord, parce qu'ils ont vraiment un cas un peu particulier. En fait, le cas limite a été atteint. Ouais, on peut dire qu'on est parti plus loin. Ouais. Mais je sais qu'Éric Renaud, mon partenaire avec qui on développe nous l'application, quand il avait fait l'analyse, il disait lequel je prends. Et je me souviens, il m'avait dit, il dit MVVM Cross, quand tu tapes dans Google, tu trouves beaucoup plus de réponses, mais il disait essentiellement parce que vu que c'est de la convention over configuration, beaucoup de gens comprennent pas les conventions, donc il y a beaucoup de questions, parce que les gens, c'est juste de comprendre les conventions. Il dit, quand tu regardes un MVVM Lite, il n'y a pas ce genre de questions-là, parce que si tu maîtrises la plateforme, t'as pas besoin de comprendre ça. Puis, d'un, de deux, parce que justement, il y a cette notion de convention-là, ben, on voyait que MVVM Cross, peut-être c'est un projet qui avait plus de livraison active, donc il verrait plus souvent, mais ça voulait aussi peut-être dire, ben, on corrige plus de bugs, tandis que MVVM Lite, justement, vu que c'est tellement simple. Bon, ça c'est, je pense, pour la deuxième partie de ton commentaire, je pense que c'est un peu de côté historique, en fait, où MVVM Lite, j'ai eu une phase où, bon, voilà, je construisais assez rapidement. Maintenant, ça a été un peu plus établi. Je continue d'ajouter des nouvelles features, et bien entendu de fixer des bugs, parce que oui, j'en ai encore, hein, qui n'a pas de bug, hein. Toujours un acte d'humilité, mettre dans le monde public de mettre, ouais, c'est toujours très effrayant, mais en même temps, il faut embrasser ce côté-là. Cela dit, je suis assez conservatif. Je dis toujours quand je parle à des conférences, je suis plutôt, c'est marrant parce que de manière politique, je suis plutôt libéral, mais de manière programmation, je suis plutôt un peu conservatif. C'est-à-dire que je veux pas casser, en fait, voilà, il y a plein de monde qui utilise, il y a même la NASA qui utilise MVVM Lite dans certaines applications. Tu respectes tes utilisateurs. Bah, c'est-à-dire on veut pas casser les choses, quoi. Et donc, quand je fixe des bugs, je dois faire très attention que c'est vraiment un bug et non pas quelque chose que d'autres personnes utilisent. Donc, il y a ça. Et puis aussi, pour les nouvelles features, je veux garder la philosophie d'MVVM Lite qui est, je veux pas non plus rajouter 10 nouveaux contrôles, composants qu'il faut apprendre. Non, l'idée, c'est de dire, bon, si je vois vraiment quelque chose où je me dis, ah ouais, ça peut vraiment faire gagner du temps aux utilisateurs, je vais trouver un moyen de le mettre dedans, sans gêner, en fait, les autres composants. Mais en même temps, je veux pas non plus surcharger le framework avec des features. Mais nous, c'est ce qu'on voyait. On voyait que Lite était très stable. Ouais, donc, on peut dire ça, ouais. Puis bon, il y a peut-être une partie de la stabilité vient du fait aussi que tu es quelqu'un de fort occupé, qui a beaucoup d'intérêt. Donc, bon, en même temps, MVVM Lite, c'est vraiment la partie, on peut dire, qui m'occupe le plus. Je crois, honnêtement, la stabilité, c'est un choix. C'est vraiment un choix conscient que j'ai fait. Et d'ailleurs, MVVM Lite est open source, les gens peuvent m'envoyer des suggestions et des patchs, etc. Mais une fois de plus, je suis de manière consciente et de manière délibérée, j'ai pas pris de contributeurs, par exemple. Il y a des gens qui m'ont aidé, par exemple, un autre MVP là qui m'a donné un coup de main à l'époque quand j'ai voulu passer de l'implémentation classique à l'implémentation PCL, donc Portable Class Library. Ce genre de choses-là, il y a toujours des gens qui m'aident, mais disons que c'est plus, j'ai pas forcément tout un team qui travaille dessus, etc. Parce que je veux garder ça petit et stable, et c'est vraiment un choix conscient, on peut dire. Ouais. Puis, ben écoute, on a mis la lumière peut-être sur MVVM Cross, mais il y a aussi Prism. Il y en a d'autres frameworks, hein? Ouais, Prism n'est pas vraiment un framework MVVM. C'est rigolo parce que, comme tu disais, on partage la chambre. Et là, je suis avec Brian Lagunas, qui est un ami de longue date et qui travaille de manière active sur Prism. Tous les MVP ici partagent une chambre avec quelqu'un. Donc, lui, il travaille de manière active sur Prism avec aussi Brian Noyes, qui est aussi un ami et aussi un directeur régional, très sympa. Et donc, Prism est open source depuis assez récemment. Donc, maintenant, ils ont un team là autour. Prism est plus que MVVM, on peut dire. C'est vraiment un framework pour construire des applications extensibles.
vraiment avec plein de bonnes choses. MVVM Lite, c'est un petit peu la réponse aux gens qui disaient j'aimerais bien utiliser les features de Prism, mais c'est beaucoup trop gros. Ouais. J'ai pas besoin de tout ça, et donc voilà, MVVM Lite est un peu né. Puis, de ça, c'est une super introduction qui est pas complexe au monde MVVM. Mhm. Quelqu'un qui connaît pas le MVVM, qui veut commencer, Ouais. c'est une belle façon là. Ouais, je pense. Là, j'ai par exemple, si on prend par exemple Windows 10 et qu'on veut voir un peu comment faire du MVVM au Windows 10, comme j'ai dit, si on va sur la Visual Studio Gallery et qu'on installe MVVM Lite dans Visual Studio, on fait File New Project, on a des templates, File New Project, nouvelle application universelle, et on a en fait une application qui tourne, quoi. OK, mais ça, c'est du tooling autour de MVVM Lite. complètement, ouais. OK, donc, ça, faut que tu t'exécutes le add-in. Alors en fait, ce qui se passe, donc il y a plusieurs manières d'ajouter MVVM Lite dans une application. La manière la plus simple, mais peut-être aussi qui demande un petit peu de compréhension, c'est par NuGet. OK. Donc on a comme mon ami Miguel Descazes a dit, NuGet. Hein, NuGet. voilà. Donc NuGet, en fait, l'idée c'est qu'on dit, voilà, j'ai une application, standard, VPF, Windows 10 universel ou quoi que ce soit. Right-click, Manage Packages, je sais pas comment on dit en français, moi j'utilise Visual Studio en anglais, et ensuite de ça, on a MVVM Lite. Et ça installe en fait les binaires, donc les composants. Puis ça crée une dépendance que si jamais une mise à jour, ça va S'il y a une mise à jour, on reçoit, voilà, exactement. Pas de tooling. Là, il y a pas vraiment de tooling autour, on reçoit juste la partie binaire, les composants. Parfait. Par contre, si on veut aller un petit peu plus loin et puis de manière peut-être de pas avoir besoin de faire justement l'échafaudage, le scaffolding soi-même, justement donc on va dans Visual Studio, dans Tools, Extensions and Updates, et là c'est la Visual Studio Gallery en fait. Là on peut chercher MVVM Lite, et là ce qu'on reçoit c'est quelque chose qui s'installe dans Visual Studio, c'est donc une extension à Visual Studio. Ça s'installe très rapidement, où on reçoit en plus donc on reçoit en fait les project templates, File New Project, New MVVM Lite Application. On reçoit aussi des code snippets, c'est-à-dire des petites parties de code où on tape simplement, je sais pas, peut-être vous avez remarqué quand on tape prop, il y a un code snippet. Ouais. Et ensuite de ça, si on tape tab, ça fait une expansion. Hein. Et là, c'est la même chose avec MVVM Lite. Donc si on tape MVVM, après on a toute une liste de snippets, par exemple, pour ajouter du code de manière plus rapide. C'est des choses que toi tu t'étais fait. Tu disais, puis là, tu dis, pourquoi je les rendrais pas publics? Complètement, ouais, ça fait partie du tooling, ça fait partie du toolkit, en fait. Et et en plus de ça, donc ce qui est chouette avec, quand on fait ça, si on a besoin de NuGet, il faut être online. Ça, c'est un petit peu un désavantage de NuGet, on doit être online. Moi, ça m'arrive sans arrêt d'être dans l'avion et puis de vouloir faire, j'ai une idée, File New Project, non, je peux pas parce que, voilà. Et donc là, en fait, avec ce tooling-là, File New Project, New MVVM Lite Application, on a aussi le NuGet package qui vient installer dans l'application, mais il est offline. Donc ça nous donne au fait le meilleur des deux mondes, si on veut bien le côté NuGet avec les auto-updates et tout ça, mais simplement le paquet est là offline et partie du template en fait. Donc ça c'est des bonnes idées pour partir. Et là quand on fait donc File New Project avec Windows 10 par exemple, l'application elle a déjà un petit peu de code dedans, c'est assez léger, mais un peu de code qui montre, voilà comment on peut utiliser une relay command, voilà comment on peut utiliser View Model Base, voilà comment on peut utiliser peut-être un simple IOC, par exemple, donc le IOC container, c'est un petit sample, en fait. Puis, si je suis un développeur, puis j'ai aimé ce que j'ai entendu, je veux essayer, je veux apprendre comment l'utiliser, qu'est-ce que tu suggères? Alors, il y a plusieurs manières. Bien entendu, la documentation, c'est toujours la partie qu'on fait en dernier. Hein. Cela dit, j'ai vraiment fourni, je peux dire, les 2-3 dernières années, là, beaucoup d'efforts dans la documentation pour avoir quelque chose qui est d'une part accessible et d'autre part complet. Donc, je dirais qu'un bon endroit pour commencer, c'est MSDN Magazine, où j'ai fait, entre autres l'année passée, et cette année, toute une série sur MVVM Lite. On va mettre le lien sur le premier article. Volontiers. Les gens vont pouvoir le lien. Et donc là, on a la possibilité de comprendre, c'est des articles, donc c'est écrit, on peut lire, c'est accessible de manière gratuite pour tout le monde, et c'est en fait une introduction, si on veut bien, à chacun des composants de MVVM Lite, et ça permet, c'est une série de, je pense, 6 ou 7 articles, on va assez loin dans le détail, mais enfin, c'est une introduction. Si vraiment on veut pousser encore un petit peu plus loin, j'ai pris la décision, il y a quelques années, de travailler avec Pluralsight,
qui est donc une compagnie de cours vidéo, qui m'a proposé de faire un cours sur MVVM Lite et j'ai tout de suite accepté parce que j'ai pensé que c'était une bonne idée. Et là, j'ai un cours de presque 5 heures sur MVVM Lite Fundamentals, ça s'appelle, qui part vraiment de zéro, qui explique pourquoi MVVM, pourquoi est-ce que j'ai besoin d'MVVM Lite. Et en fait, un peu la discussion qu'on a ici, mais sur 5 heures de temps, avec beaucoup de samples. Beaucoup d'exemples, beaucoup de codes, ouais. Je recommande fortement cette formation. Merci. Je pense que tu couvres à un rythme qui est parfait. T'es gentil. Puis, Toi, tu l'as fait, ça? Oui, oui. Puis regarde, c'est un 5 heures là, magnifiquement investi. Pluralsight, c'est un site de formation fantastique. Ouais. Il y a du contenu et c'est bien fait. Là. Tu sais, tes applications, tu peux télécharger dans l'autobus. Tu peux, en tout cas, pour ça la formation continue, c'est fabuleux. Ouais. Donc ça, c'est un cours qui est disponible dans leur souscription. Donc c'est pas gratuit. C'est pas gratuit, mais je pense que c'est de l'argent qui est assez bien investi d'une part parce que, comme j'ai dit, le code, c'est chouette, hein, on le fait gratuitement, c'est super, on le donne open source, etc. La documentation, ça demande beaucoup de travail et là, je pense que avoir ce côté où on dit bon, c'est une souscription, d'accord, mais d'un autre côté, ça permet quand même de passer beaucoup plus de temps sur le travail. Donc c'est très soigné. Et la souscription, là, on peut prendre par exemple une souscription pour 30 jours et avoir accès à toute la librairie. C'est $30 pour 30 jours. Ouais, ils ont 1500 cours ou plus de 1500 cours. Quelques jours gratuits au début aussi. Il y a aussi une partie de trial. 200 minutes là. Ouais, exactement. Bon. Donc voilà, donc je peux recommander ça à tout le monde. D'autre part, bon, il y a mon blog, on mettra le lien, je pense, sur la page, où là j'écris aussi régulièrement. Le blog, c'est surtout pour les nouveautés, les choses comme ça, mais disons que la partie MSDN, la partie Pluralsight, là c'est plus un peu réfléchi et établi, on peut dire. Ouais. En terminant, juste avant qu'on fasse l'enregistrement, on parlait de ton dernier achat. Ouais. Parce que on est ici, nous autres, à Bellevue. Il y a un magasin Microsoft, un Microsoft Store qui est à quelques coins de rue. Donc, c'est sûr qu'on profite tous de l'occasion qu'on est ici pour aller voir qu'est-ce qu'il y a dans le magasin. Les petits garçons vont se dit chez nous, on se paye la traite. Donc, je vais mettre le lien, moi, sur un blog que Scott Hanselman a fait hier, où est-ce qu'il raconte qu'il a remplacé son clavier de sa Surface 3 par le nouveau clavier Surface 4. Ce que tu as fait aussi il y a maintenant quelques jours, deux. Et ça vaut la peine, hein? C'est ce que je vais faire, moi aussi, probablement aujourd'hui. Alors moi, j'ai la chance d'avoir mon entreprise à Seattle, donc j'étais là la semaine passée déjà pour des meetings, rencontrer des clients, etc. Et quand je viens à Seattle, j'ai toujours des paquets qui m'attendent. Notre assistante rigole toujours parce qu'il dit « Ah, je pense que Laurent va bientôt venir parce qu'il commence à recevoir les paquets. » là. Parce que t'es fait envoyer à ta Je fais envoyer au bureau parce que d'une part, c'est beaucoup moins cher et d'autre part, il y a pas mal de choses qu'on peut simplement pas recevoir en Suisse. Pour des raisons de je sais pas quoi, donc voilà, donc je fais des livrets pas mal, et entre autres m'attendait donc quand je suis arrivé il y a une semaine le nouveau clavier de la Surface Pro 4, et je dois dire j'ai été très content quand j'ai entendu que le nouveau clavier est complètement compatible avec la Surface Pro 3, parce que quel beau geste de Microsoft de dire ben tiens on va faire des innovations, mais en même temps les gens qui étaient des fidèles acheteurs, parce que c'est toujours le problème, hein. Il y a un nouveau laptop qui sort, on se dit ah mais pourquoi j'ai acheté l'année passée. Bon, à un moment donné il faut acheter, on est obligé parce qu'on en a besoin, mais là donc vraiment ce backwards compatible, hein, comme on dit, c'est un beau geste. Et d'ailleurs c'est pas le seul accessoire qui est aussi backwards compatible. Il y a aussi le dock, donc le nouveau dock de la Surface 4 et du Surface Book est aussi compatible avec la Surface 3. Et donc là, on parle des pros, hein, juste pour être tout à fait clair, Surface Pro 3. Et aussi le pen. Donc moi, j'ai aussi acheté un stylus, le nouveau stylus. Ah oui? Ouais, parce que j'adore le stylus. Il est plus fin, hein, je pense. C'est plus précis. Bon, déjà, il y a deux avantages sur le nouveau stylus. Il est plus rapide. Donc le lag, hein, qu'il y avait un petit peu avant est beaucoup plus réduit maintenant. Donc vraiment, quand on dessine, c'est plus naturel. Et ils ont aussi amélioré la détection de la pression. Donc c'est-à-dire vraiment maintenant, on peut faire très léger ou très
Donc c'est vraiment un Ça, peu c'est comme un... comme 1024 maintenant, des niveaux. Le niveau de Ouais. Moi, je pense que c'est à sensibilité, là. 256. quoi. Ouais, c'est possible. Donc là, on remarque assez bien l'amélioration. Et puis, il y a 2-3 choses qui sont assez sympas. Par exemple, maintenant, si tu appuies sur le bouton, donc sur le 3, sur l'ancien, si tu appuies, ça démarre OneNote. Ouais. Ça, c'est toujours, il n'y a pas de problème. Mais maintenant, si tu appuies pour plus de 2 secondes, ça démarre Cortana avec le voice. Alors ça, c'est assez sympa. C'est une touche qui est assez rigolote. Bon, le pencil, hein, le stylus, je dirais, personnellement, bon, si vous êtes un geek, vous avez un petit peu d'argent de poche, pourquoi pas. Il coûte, je sais plus, 50, 60 dollars, je pense comme ça. Il est quand même moins cher celui d'Apple. Certes. Boum. Non, mais c'est parce que moi, ça me fait toujours rire la communauté Apple qui, comme, là, c'est comme si la grande découverte, il y a un pen. Tout en disant, ben, on a ça. Alors que Jobs a dit à l'époque, voilà, si un stylus vous avez perdu. À $100, hein. Ouais. Puis, tu sais, nous, on a des crayons comme ça sur notre surface depuis depuis mois, là. Donc, depuis la première, quoi. Donc, bon, on veut pas, voilà, ne bâchons pas la concurrence. Ouais, c'est une autre histoire. C'est une autre histoire. Mais ce qui est toujours drôle, c'est qu'ils ont toujours l'impression qu'ils sont en train de réinventer. Ah ouais, qu'ils sont les innovateurs par excellence. Puis, ça veut dire, ben là. Bon, donc, en l'occurrence, ça, c'est un bon achat. Mais cela dit, c'est pas indispensable. Par contre, le clavier, alors là, je dirais, si vous faites beaucoup, pour tous ceux qui utilisent la Surface Pro 3 comme leur outil principal, ou ceux qui tapent beaucoup dessus, hein, écrivains, ou comme nous qui écrivons des blogs, etc. Le clavier, c'est vraiment une grosse amélioration. Moi, ce que je vais prendre, c'est le clavier qui coûte une vingtaine de dollars de plus, mais que le fingerprint. Le fingerprint, ouais. Donc, ça, c'est tu peux te loguer en mettant juste ton doigt. Ça marche bien, hein. Ça marche bien, et une touche qui est très chouette, donc on peut enrôler, hein, comme ils disent, enrôler un certain nombre de doigts, donc on peut choisir. Moi, j'ai fait 2 doigts sur chaque main. Parce que j'ai remarqué que des fois, bon, le fingerprint reader, il est à droite. Mais des fois, j'ai un café dans la main ou je sais pas quoi. Et je dois quand même l'utiliser. Mais par contre, une touche que j'ai trouvé absolument géniale, et c'est là qu'on voit un peu le niveau de pensée qui va dans ces produits. Quand on prend la Surface et qu'on l'utilise comme une tablette avec le clavier derrière, le clavier est désactivé. Ça, c'est bien parce que on prend la Surface, on se balade. Parce que moi, j'attache toujours mon clavier. Non, alors tu peux le prendre, le tourner, hein, ça marche. Comme ça, t'as pas besoin de le détacher. Ce qui est génial, c'est que le fingerprint reader, il marche quand même. Il est toujours actif. Et donc, si j'ai ma vue devant, je tiens ma tablette dans 2 mains. Il suffit de savoir où est le fingerprint reader, ce qui est assez facile parce qu'il est dans une position idéale. J'appuie et pof, ma surface est ouverte. Très chouette. J'ai trouvé ça complètement par hasard, mais très chouette. Donc voilà, donc une chouette addition. Bon, le fingerprint reader, c'est un petit peu pour nous les Surface Pro 3, les utilisateurs Surface Pro 3, c'est un petit peu un lot de consolation parce que les Surface Pro 4, ils ont plus la caméra 3D qui fait la reconnaissance faciale. Ça, sur la Surface Pro 3, ça marche pas, mais ça nous permet quand même d'entrer dans le monde de Windows Hello, ce gestionnaire de reconnaissance. Sans changer sans racheter une nouvelle surface. Moi, je ne rajouterai pas une nouvelle surface maintenant. Là. Non, exactement. Je suis encore bon pour un 6 mois. Bon, là, on est quoi, au 17e étage. Donc, si par hasard, tu es à la fenêtre et puis que tu lâches ta surface par inadvertance, peut-être tu peux racheter une 4. Mais c'est quand même un petit peu beaucoup d'argent, disons, pour... Quand tu regardes les nouvelles machines, le Surface Book est une machine fort intéressante, mais tellement dispendieuse. Puis là, pour nos amis européens, dispendieux, c'est un mot qu'on utilise beaucoup au Québec qui veut dire... C'est cher. C'est cher. C'est vrai, c'est cher. Mon confrère Eric Renaud, lui, il regardait sur Facebook ce qu'il voulait, là, avec 16 gigs de mémoire, un i7, avec les taux de change et tout, en dollars canadiens, ça nous montait presque 4000 dollars canadiens. Bon. Et là, il a regardé, puis le Lenovo Yoga 3 ou Yoga 4, qui vient de sortir, qui peut avoir un i7, 16 gigs de mémoire et tout. Là, c'était à peu près la moitié prix. Ouais. Donc là, il me dit, qu'est-ce que t'en penses? Je dis, écoute, le prix parle par lui-même. Il dit, oui, tu n'auras pas le Surface Book, mais tu vas avoir... Puis au niveau du Surface Book, on s'entend, c'est la première version. Aussi. Microsoft avec la Surface est arrivé là avec... C'est la 4. Avec la 3, là, est arrivé avec quelque chose de parfait. Maintenant, raffine
je pense que j'attendrais au moins la V2 Ouais. de la Ouais, c'est une Surface Book. évolution. La Surface 4 par rapport à la Surface 3, c'est clairement une évolution. C'est chouette. Bon, il y a pas mal de choses qui sont sympas. Je veux dire, hein, quand on regarde les specs, ouais, quand on est un peu un geek, on salive un peu. Mais c'est vrai que c'est vraiment une évolution. Tandis que le Surface Book, moi, j'ai un peu tendance à penser comme toi. En même temps, bon, c'est un bel outil. Hein. J'ai essayé. Là, il est très chouette. Laurent, on te remercie Ben beaucoup. oui. Mon plaisir, ouais. Ouais, Et, c'était super c'est sympathique. quelle façon est plaisante de débuter la journée. Voilà. Maintenant, on va aller Ah, ben là, il faut aller prendre le prendre un bus. café. Hein. Puis on va souhaiter bonne programmation à nos Merci. auditeurs. On va espérer que ça vous a aidé à démystifier cette histoire de MVVM, puis que ça va vous permettre de l'utiliser, en tout cas d'en tirer parti de façon efficace. Sur ça, bien, bonne programmation. Au revoir. Merci, au revoir.